Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo entretien où nous parlerons des pseudosciences juridiques, des personnes qui sont appelées les citoyens souverains, les gens qui ne contractent pas. Et avant de recevoir mes deux invités, je vais vous lire une introduction pour vous mettre un peu dans le bain. Les citoyens souverains appartiennent à un mouvement anti-gouvernement qui refuse l'autorité de l'État, leur suggestion aux lois et notamment la légitimité des impôts et des amendes. C'est un peu une affaire de fric, hein, en tout cas en partie. Dans un autre entretien avec Jacques Belzit, nous regardons l'origine de ce mouvement, ses ramifications, sa diffusion depuis les États-Unis jusque chez nous. Mais ici, ensemble, il sera question de la nature des discours et croyances qui visent à permettre à ces citoyens souverains de vivre dans un monde parallèle où les concepts juridiques existent sous une forme alternative, où l'histoire est pleine d'anecdotes démontrant que tous les citoyens non souverains sont les dindons d'un immense complot qui leur dérobe leur identité, leurs biens et leurs droits. Les citoyens souverains sont une race de platistes des sciences juridiques, des croyants adhérents à un narratif qui exige d'eux qu'ils renoncent à comprendre le vrai sens des mots et qu'ils rejettent l'histoire des lois et de leur évolution. Ils sont donc les acteurs d'une culture toute désignée pour l'examen zététique, car en dépit de leur côté zinzin, leurs histoires nous mettent devant un challenge pas si facile que ça, comprendre la vraie raison derrière l'existence des lois qui ont le pouvoir très concret de dessiner les bornes de nos libertés et de nos droits. Tout comme il est intéressant, me semble-t-il, d'écouter les créationnistes pour vérifier qu'on a bien compris la théorie de l'évolution, et en général on la comprend moins, voire beaucoup moins qu'on ne croit. S'intéresser aux élucubrations des citoyens souverains va nous permettre de réviser ensemble ce que nous comprenons des grands principes juridiques qui structurent la société où nous sommes nés et avec laquelle nous allons devoir composer durant notre passage sur Terre parce qu'on n'a pas trop le choix. Et tout de suite, je reçois mes deux invités. Et je reçois donc ces deux messieurs qui sont juristes tous les deux. Je vous rappelle leur intitulature. Sacha Cédric, maître de conférence en droit public à l'Université de Picardie Jules Verne. Il s'intéresse à la philosophie du droit, au droit constitutionnel, chacun ses défauts, mais également à la zététique et donc à la question des citoyens souverains et à ce qu'il révèle de la manière dont on peut bien ou mal comprendre le système juridique. Et en dessous, mais non des moindres, Yanis Vassiliadis, tous les deux membres de l'ASTEG, je précise, donc il y a un conflit d'intérêts, mais il est faible. Doctorant en droit fiscal international, sa thèse porte sur les changements fiscaux internationaux et sur la manière dont on pourrait parvenir à un nouvel ordre mondial. Mais pas celui des complotistes, m'a-t-il précisé. Bien, alors, on en arrive au sujet de ces chers citoyens souverains. Le phénomène, j'en ai parlé un peu en introduction, on a clairement quelque chose qui relève des pseudosciences, et c'est pour ça que l'angle zététique est intéressant pour en parler. Et donc, vous êtes des scientifiques, des sciences humaines et juridiques et du droit. Et on ne peut pas dire n'importe quoi parce que ça reste des sciences. Alors, des épistémologues pourraient s'emplâtrer sur dans quelle mesure ce sont des vraies sciences comme la physique ou la chimie. On va mettre à côté. C'est une discipline universitaire, académique, avec des mots qui ont un sens. Bon. Et on va démarrer sur l'angle de la fiscalité, donc avec Yanis qui est expert, parce que ce mouvement des citoyens souverains, c'est peut-être, hein, avant toute chose, une révolte contre l'impôt et tout ce que ça entraîne, sachant que la fiscalité est un levier très puissant dans nos démocraties, peut-être le plus, hein, à part l'armée, quoi. Et voilà, donc dans quelle mesure la révolte fiscale explique ce qu'on observe ? Dans quelle mesure, c'est dur à dire. Il y a un truc qui est intéressant, c'est que avec les citoyens souverains, et c'est ce qui rejoint la révolte fiscale, c'est que pour une fois, il y a un ensemble qui est un peu cohérent. Nous, on est habitués aux mythes urbains, etc. Là, c'est quand même assez changeant. Des révoltes fiscales, il y en a toujours eu. La première, c'était... Enfin, la première, non, pas la première. Une des plus importantes actuellement, c'est 1789. Pas la comédie musicale, vraiment la Révolution française. J'ai l'excellente référence, Thomas. Mais voilà, la Révolution française, c'est le passage de l'Ancien Régime à
au régime actuel. Et un des gros éléments, c'est le fait que sont déclarés nuls tous les impôts à défaut d'être consentis par la nation. En somme, il faut que les impôts soient consentis par la nation, agréés pour qu'ils soient légitimes. Des révoltes fiscales, il y en a eu après 1789, il y en a eu des tonnes. On pense au bonnet rouge, la révolte bretonne. C'est récent, ça, c'est quelle année? Je n'ai plus exactement, ça doit remonter peut-être 2015, 2016. J'ai plus les dates exactes, hein, mais c'est extrêmement contemporain. Il y en a eu d'autres avant, il y en a une qui est particulièrement intéressante, mais j'en parlerai un peu après. 2013. 2013, voilà. À une vache près, on était bon, on fait des sciences, on est précis. Mais voilà, bon, en tout cas, il y a eu les Gilets jaunes aussi. À la base, les Gilets jaunes, même s'il y a eu beaucoup de transformations du mouvement après, il y avait un aspect fiscal, c'était l'augmentation de la taxe sur l'énergie, ces fameux coûts du carburant qui augmentaient à cause d'une des nombreuses taxes qu'il y a sur les carburants. Et ça, bien, les révoltes fiscales, en soi, on n'est pas en train de dire qu'elles ne sont pas légitimes, qu'elles sont forcément complotistes. C'est, en soi, ce sont des phénomènes, et ça ne l'accouche pas forcément de pseudo-théories. Tout à fait. Il y a eu des révoltes fiscales qui ont été gagnées, d'autres qui ont été perdues. C'est une révolte politique, comme il y en a d'autres, comme il y a eu pour la réforme des retraites, etc. Simplement, si on peut différencier les révoltes fiscales, il y a un aspect social à l'impôt. Alors, c'est un peu dur de partir là-dessus, mais il y a un aspect social à l'impôt, c'est quelque chose qui est très profondément ancré. 2 secondes, je vais tousser. Pardon. Qui est très profondément ancré. Et dans la révolte fiscale, il y a une révolte contre l'impôt en particulier, mais il y a aussi, comme dans toute révolte politique, une révolte contre le gouvernement et le système en place. Et à ce titre-là, il y a quelque chose, une révolte un peu importante qui rejoint le thème d'aujourd'hui vraiment. C'est toute la réforme autour de Pierre Poujade. C'était un libraire lotois qui, suite à des aléas avec l'administration, a reçu chez lui des agents de l'administration qui avaient énormément de pouvoir et il a senti ça comme une injustice, etc. Et de cette révolte-là est parti un mouvement politique. Donc les Gilets jaunes ne sont pas la première révolte fiscale, d'où part un mouvement politique extrêmement contestataire. La révolution, la révolte fiscale en était la cause, mais un peu la conséquence aussi. Là, il y a vraiment, avec le poujadisme, quelque chose qui se rapproche un peu des citoyens souverains d'une certaine manière, avec un aspect extrêmement contestataire. Le poujadisme, c'est un mouvement politique qui est un peu qui est associé avec l'extrême droite, mais on ne pourrait pas en faire une parfaite corrélation. Mais voilà, il y a déjà eu des révoltes fiscales, c'est loin d'être la première, et il y a déjà eu des révoltes fiscales qui ont débouché sur des éléments politiques, enfin des mouvements politiques. Voilà. Après, de toute façon, sur cette filiation, j'envoie les gens vers la vidéo que j'ai faite avec Jacques Belzite, qui sera diffusée juste avant ou juste après celle-ci, où on parle un peu de cette filiation avec les mouvements d'extrême droite, les mouvements contestataires réactionnaires américains. C'est-à-dire que c'est un mouvement qui, même si tu as cité la Révolution française qui est bien de chez nous, le mouvement souverain moderne, lui, il est connecté à la culture américaine et à ce moment-là. Et nous, chez nous, les gens l'ont un peu rapiécé, raccommodé et l'ont recollé avec le droit qu'on a chez nous. Et donc, il y a une spécificité qui va être française. Et notamment, alors je ne sais pas comment c'est aux États-Unis, mais cette idée du consentement à l'impôt, et peut-être que Sacha, monsieur la Constitution, peut peut-être nous en parler, c'est quoi cette idée de... Est-ce que moi, j'ai consenti à l'impôt? Parce que, en fait, ça se discute. C'est pas vrai, moi, on m'a rien demandé. Je sais pas, Yannis, si tu veux embrayer ou si je... J'aime bien, moi c'est ce que je fais à mes étudiants de L2, la différence entre consentement individuel et consentement collectif. Donc si jamais, c'est une passion personnelle, puisque justement je leur fais débunker ça à mes étudiants. Il y a dans les lois de finances, donc tous les ans est votée une loi de finances par le Parlement, qui vote, il y a 2 volets, un volet budgétaire, donc l'attribution de l'argent de l'État aux différents postes de dépenses, et un volet fiscal. En gros, on prévoit les lois fiscales. Les lois fiscales peuvent être prévues ailleurs, mais c'est le gros moment. C'est vraiment, là, c'est la fiesta, tous les fiscalistes sont heureux, enfin, c'est complètement dingue, on boit de l'eau, enfin, c'est fou. Et le premier article de ces lois de finances, c'est un consentement à l'impôt. La nation, par l'intermédiaire de ses représentants, autorise le gouvernement à prélever l'impôt. On pourrait discuter du fait que le simple fait qu'il y ait des réformes fiscales votées par les parlementaires soit en soi un consentement, mais on a quelque chose depuis 1789, clairement un consentement qui est formulé. Premier article, c'est « Oui, gouvernement, nous, représentants de la nation, t'autorisons à prélever l'impôt ». Mais ce consentement, il est collectif, il n'est pas individuel. Effectivement, Thomas, tu n'as pas eu à accepter ou non de prélever l'impôt. C'est pas normal.
Moi, j'aurais commandement mon avis pour toutes les décisions, sinon ce n'est pas une démocratie. Bon, c'est un autre débat, bien sûr. Pour être plus spécifiquement, pour être plus précis sur l'origine peut-être de ce que les citoyens souverains prennent, c'est l'article 14 de la DDHC, donc qui a une valeur juridique en droit français. Alors, de la quoi? De la DD? Pardon, de la DDHC, Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, du 26 août 1789. Oui, ça, je savais. Hein. La Déclaration des droits de l'homme. Oui. Je dis parce qu'il y en a plusieurs en fait en vrai, et que parfois, par contre, dans les discours complotistes, alternatifs, politiques, Oui. on confond les déclarations et on confond celle qui est universelle et celle qui est française, c'est ça? Alors, tu as la déclaration universelle, mais qui date de 48, mais même en fait, sous la Révolution, tu as 3 déclarations des droits. Tu as la déclaration des droits de l'homme de 1789, et en fait, il y en a 2 autres. J'ai peur de dire une bêtise, donc je ne vais pas donner les dates, mais en gros, c'est 92, 93 et 95. La dernière étant les droits et les devoirs du citoyen, qui ne listent pas les mêmes choses, pas les mêmes droits. Bref, des fois, il y a des confusions. Donc, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, elle a une valeur juridique, elle a une valeur constitutionnelle, puisqu'elle est mentionnée dans le préambule de la Constitution de 1958, qui lui-même a valeur juridique. Et cet article 14 nous dit tous les citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement. Je passe la suite, parce qu'on s'en fiche pour ce que j'ai besoin de dire. Et les citoyens souverains considèrent que ce par eux-mêmes ou par leurs représentants, ça implique que s'ils ne l'ont pas consenti eux-mêmes, ça n'a pas de valeur juridique. Évidemment faux, puisque l'idée c'est que le consentement est individuel ou collectif. Il se fait soit par chacun des citoyens, ce qui est assez peu pratique, soit par leurs représentants, ce qui est le cas habituel. Accessoirement, en 1789, tous les citoyens, ça visait pas nécessairement toute la population. Oui, c'était ceux qui pouvaient voter. Donc déjà, les femmes n'avaient pas consenti. C'est ça. Puis le suffrage a été pendant longtemps censitaire. Il fallait payer un impôt pour pouvoir voter. Bref, cette idée de citoyenneté, c'était pas non plus le peuple et tous les individus. Il faut pas non plus oublier ça. La Déclaration des droits de l'homme, c'est avant tout un texte de la bourgeoisie qui prend le pouvoir sur la noblesse. Ouh là là. Donc, qui défend ses intérêts. Non, mais c'est un angle intéressant. Moi, je ne suis pas historien, mais ça sur la Révolution, je pense qu'on pourrait faire une chaîne complète. Et chaque semaine, une vidéo de 2 heures. Parce que... Ce que je veux dire, c'est que ça permet aussi de comprendre cette idée de souveraineté à l'impôt, de comment c'est dépensé et de pourquoi on a ça. Et donc, aujourd'hui, en droit, ça se traduit par l'idée que tous les impôts doivent être validés par le Parlement. Et le Parlement suffit. Il n'y a pas besoin de demander à chaque individu d'être d'accord pour l'impôt. Et c'est souvent mobilisé par les citoyens souverains pour dire « Non, mais article 14 de la DDHC, moi, j'ai pas consenti, donc le gouvernement n'a pas le droit de me taxer. » Alors, du coup, moi, je me glisse là-dedans et je me fais l'avocat de la pensée de ces gens-là. C'est vrai qu'on m'a rien demandé. D'ailleurs, de quel droit on m'imposerait de payer une solidarité pour ceci, pour cela, pour la sécurité sociale, pour les écoles, peut-être que moi j'ai pas d'enfants, je m'en fous de payer on pourrait considérer que chaque individu, on remonte au contrat social de Rousseau, c'est quoi cette idée ridicule que parce qu'un contrat, et on va y revenir, l'idée de contrat, et on l'a vu avec Jacques Belzit, l'idée de contrat, c'est qu'on signe. Moi, si on me dit qu'il y a un contrat social, je vais dire ok, mais moi j'aimerais bien le lire, même les petites lignes éventuellement, et puis je signe avant qu'on me l'impose. Et le fait est que, pour des raisons de la contingence de l'histoire, ça pourrait faire des conférences, ça ne peut pas marcher comme ça. Sinon, il n'y a plus de nation, il n'y a plus de république. C'est un peu chacun a la carte qui choisit les droits qu'il veut, les droits qu'il ne veut pas. Donc, c'est pas comme ça que ça marche. Mais le refus philosophique de cette imposition comme ça d'un ordre des choses, il n'est pas illégitime, en fait, du point de vue individuel et de la vision du monde. Il y a une grosse distinction, à mon avis, à avoir entre l'aspect philosophique, l'aspect politique et l'aspect juridique. Sur le plan philosophique, tu as le droit de penser à peu près ce que tu veux. Tu as le droit de considérer qu'il vaut mieux un État communiste, un État fasciste, un État... Pas l'État. J'ai pris 2 extrêmes volontairement, hein, c'est parfait. Si c'est un bad word sur YouTube, tu buzzes. Non, moi je vois beaucoup de gens qui font ça, qui effacent des mots, et je ne l'ai jamais fait. Peut-être que c'est pour ça que ça ne buzz pas sur la chaîne. Pas savoir. Sinon, tu aurais dépassé Squeezie de toute manière. Bah oui, mais ça parce que je suis déjà beaucoup plus beau. Hein.
Bon. Oui. Juste sur le consentement, la différence, le consentement social, le consentement juridique, il y a, alors en général on le définit comme consentement à l'impôt, consentement de l'impôt. Consentement à l'impôt, c'est l'aspect social, en fait, c'est en tant que groupe social, on va consentir à l'impôt, et consentement de l'impôt, c'est vraiment la concrétisation juridique. Oui, c'est du nano-détail, mais on aime bien, c'est comme ça, on est juriste. C'est la concrétisation juridique de cette acceptation sociale. Mais fondamentalement, tu pourrais refuser par tes élections. Alors, la situation s'est jamais présentée. Je pense que ce serait un moment très curieux que l'on ait une majorité à l'Assemblée nationale qui ne vote pas ce premier article. Alors, est-ce que ça aurait des conséquences, etc., juridiques? Ce serait intéressant de le discuter. Mais, fondamentalement, si on n'est pas d'accord avec l'impôt, les différents partis à droite, à gauche, etc., il y a quand même des oppositions fiscales majeures. Je pense au droit d'héritage, etc. Droit d'héritage, si on s'arrête juste sur ça, donc les droits de succession, un jour des gens décèdent, ça arrive, notamment pour cause de mort, et leur héritage est soumis à une certaine imposition. Cette imposition, elle a plein de modalités, mais il y en a qui estiment que c'est parfaitement illégitime. C'est une position qu'on trouve généralement à droite. C'est parfaitement illégitime d'aller imposer ce qui a été durement gagné par le contribuable. Et tandis qu'à gauche, en général, c'est plutôt OK. Parce que voilà. L'idée de redistribuer les richesses et de ne pas les accumuler. C'est ça. Voilà, c'est bon. C'est une opposition sur laquelle on ne va pas statuer maintenant, mais elle existe. Non, mais c'était pour prendre un exemple, justement. En fait, finalement, on pourrait avoir sans s'intéresser à tout le système fiscal, juste en ouvrant l'œilleton sur ça, on pourrait simplement avoir décidé en tant que groupe, et que ça par les votations, de mettre à mal cet impôt sur la succession ou pas. Donc certes, ce ne serait pas un consentement à tous les impôts, mais ce serait une modification du système fiscal de sorte à abolir quelque chose qui ne convient plus au groupe. Parce que justement, dans la République française telle qu'elle existe, l'expression de la souveraineté, elle se fait à cet échelon-là. Elle existe. Ce qui est souverain, c'est le peuple, et le peuple, il s'exprime par la voie des élections. Alors du coup, de côté, qu'est-ce qu'ils nous racontent, eux? C'est quoi les pseudosciences qu'on a derrière ce refus? Ils ont tout un panel de textes, de concepts, de notions qui leur permettent de dire non, ça n'est pas justifié. Sur quoi ils s'appuient pour refuser l'impôt? Après, on ira plus loin sur la négation du reste, mais par rapport à l'impôt, c'est quoi leur discours? Alors, je pense qu'on a eu... Vu qu'on était sur l'article 14, je pense que c'est un de leurs premiers points d'ancrage. L'article 14 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, pardon. C'est un de leurs points d'ancrage, c'est de dire... au-delà de l'aspect philosophique et politique du « je rejette le principe de payer des impôts auxquels je n'ai pas directement consenti », ce qui s'entend, sur le plan philosophique et politique encore une fois, eux le rejettent parce qu'ils considèrent que cet article leur permet de le rejeter directement, ce qui n'est pas le cas. Tous les citoyens ont le droit de constater par eux-mêmes ou par leurs représentants la nécessité de la contribution publique et de la consentir librement. Ça ne veut pas dire, ou en tout cas, ce n'est juridiquement pas compris comme voulant dire, que chaque individu peut rejeter les impôts que le groupe social impose à lui. On pourrait discuter de est-ce que le texte veut exactement dire ci ou ça, ou quelles significations sont incluses ou sont exclues. Toujours est-il que, de facto, la signification qu'on retient, c'est le fait que le consentement général des représentants, donc des parlementaires, suffit pour que l'on soit redevable de l'impôt. Et argumenter en disant « oui, mais le texte, il me permet de contester ça ne marche pas dans la mesure où, juridiquement, on a statué sur le fait que, non, c'est pas comme ça que ça fonctionnait. En fait, ils ont sorti ça en contre-Uno. Tout le système dit que, mais j'ai une martingale qui est cet article. Alors, c'est l'idée de la martingale, de l'espèce de carte de contre-Uno, elle revient assez souvent. C'est le fameux « je ne contracte pas », c'est le contre-Uno ultime. Et là, il y a ça. Alors, il y a quelques jours, il y a un des citoyens souverains assez connus qui a publié... C'est un peu compliqué de dire leur pensée parce qu'on a pu avoir accès avec Sacha à des documents qui résumaient un peu leur pensée. Le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est confus. Je pense que le terme est adéquat. Mais disons des fenêtres sur leur pensée, des ouvertures. Et alors, je l'ai parce que j'avoue que j'ai du mal à retenir les informations dans cet ordre, parce que personne ne les avait jamais formulées dans cet ordre. Ils parlent du consentement libre. Eux estiment n'avoir jamais désigné de représentants. Donc, les représentants ne sont pas légitimes. Donc, de toute façon, puisqu'il n'y a pas de représentants,
c'est à eux en tant qu'individus de valider. Ils n'ont pas validé, et en même temps parce que, et là c'est vrai que l'agencement informationnel est intéressant à défaut d'être cohérent. On part très rapidement sur l'esclavage. Finalement, je n'ai pas désigné de représentants, voilà, parce que les représentants confisquent aux citoyens leur liberté, donc quelque part ce serait de l'esclavage. Jean-Claude Van Damme n'a jamais fait de grand écart comme ça, eux y arrivent. C'est magnifique. Ensuite, on va sur l'extorsion. Pourquoi pas d'ailleurs. Et en fait, il y a cette espèce de construction qui est un peu un mécanisme général. Ils ont un point, une tête d'épingle où ils disent la réalité ne m'intéresse que très peu. Et à partir de cette réalité tordue, là c'est magnifique, là c'est des constructions vraiment splendides où on a quelque chose. En fait, ils établissent un nouveau droit. Mais ils partent de quelque chose souvent d'extrêmement simple, d'extrêmement connu. On pourra toujours moduler, hein. Il y a des choses un peu plus complexes évidemment, mais en tout cas pour ça, c'est l'article 14 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. C'est dans la Constitution. La Constitution, on peut l'acheter, on peut la consulter gratuitement en ligne. Et ils se sont dit, visiblement, il y a une martingale, personne n'y a jamais pensé. Alors, quand tu as prononcé le mot on peut l'acheter, c'est pas on peut la jeter, hein. Non, on peut l'acheter, on peut se la procurer de manière physique auprès d'éditeurs dans des librairies indépendantes. Mais on peut aussi la lire sur Internet, certainement sur les sites du gouvernement. Alors, on en arrive à cette constitution. Tu as tout, c'est tout brouillé, c'est tout flou, donc on n'a pas pu voir ton texte, mon cher professeur. Alors, la négation de la Constitution, c'est des gens qui prétendent que pour tel ou tel détail par eux monté en épingle, plus aucune loi n'est valable depuis 1848, mais aussi que le décret Valls, je prends la note que Sacha m'a envoyée, plus aucune loi n'est... Enfin, pardon, Valls, monsieur Valls a abrogé la Constitution en 2016. Comme ça. Et comme l'État a un numéro SIRET, c'est une entreprise. Et puis, il y a d'autres trucs, comme quoi Macron lui-même, récemment, aurait aussi signé un truc qui met un terme à l'État français qui était de toute façon déjà fini. Hein. Donc, il n'arrête pas de trouver, d'interpréter des événements liés aux lois du monde du droit pour dire que l'État n'existe pas, ou que son autorité, en tout cas, n'existe pas. Et alors, si c'est vrai, c'est grave, quoi. C'est le fameux... Là, on rentre dans la pensée... mais on est forcément à la frontière de la pensée complotiste, puisque de toute façon, l'idée, c'est qu'on nous ment sur les droits qu'on a ou qu'on n'a pas. On pourra dire un mot de la loi de la rédemption, même si on l'a évoqué dans l'autre entretien. Bon, alors, sur cette négation de la Constitution, qu'est-ce qu'on peut dire ? Et encore une fois, moi, je voudrais qu'on rentre un peu dans leur discours, comme on rentre dans le discours des homéopathes en montrant que les différents principes ne marchent pas entre eux et ça, mais qu'on comprenne sur quoi ils s'appuient. Parce que c'est des gens quand même qui lisent et qui écrivent et qui racontent des choses. Donc c'est pas des mecs dans leur coin qui se branlent la nouille en regardant le Club Dorothée, quoi. Et en plus, il y a une connexion internationale avec différents mouvements qui sont cohérents, enfin, qui cherchent une forme de cohérence entre eux pour nier le pouvoir des États. Donc, c'est quoi ces histoires qu'une loi n'est valide depuis 1848 ? Juste un truc sur la cohérence. C'est ça justement qui est intéressant, c'est que avec Sacha, quand on a commencé alors Sacha il s'intéresse depuis beaucoup plus longtemps. Quand on a commencé à regarder, on s'est dit chouette, un nouveau système, un nouveau truc. En droit, il y a des méthodologies qui permettent d'étudier des systèmes étrangers, des systèmes qu'on ne connaît pas. Et là, on s'est dit chouette, un nouveau système. Ça se trouve, c'est cohérent, c'est construit. C'est génial parce que c'est incroyable d'avoir accès à quelque chose qui... Non. Enfin, non. Le moins qu'on puisse dire, c'est que nous fûmes déçus. Vous fûtes déçus. Nous fûmes fort déçus. Merci pour ce témoignage. La cohérence interne est assez difficile à retrouver, en fait, parce qu'il y a des arguments entre eux qui peuvent avoir une espèce de lien logique dans un sens très large de l'emploi de logique, mais il n'y a aucune véritable logique de fonctionnement. Typiquement, tout à l'heure, on parlait sur l'impôt de l'esclavage et tout. S'ils n'ont pas consenti à l'impôt, alors l'impôt, c'est une extorsion. Ça peut se tenir dans le langage courant. Sur le plan juridique, ça ne marche pas comme ça. Pour la Constitution, c'est pareil. La Constitution, alors ça ne marche qu'en France, hein, évidemment. La Constitution française serait... il n'existerait plus de Constitution ni de loi depuis 1848, voire depuis 58. Il y a plusieurs versions différentes, évidemment.
voir le décret Valls du 5 décembre 2016 qui abrogerait la Constitution, voir les différentes choses d'Emmanuel Macron. Alors elles, je dois admettre que je les ai pas trouvées dans mes recherches, je les ai pas nécessairement en tête, même si ça me rappelle quelque chose, j'en touche. Ouais, j'ai pas refouillé non plus, mais j'ai vu passer Non, comme quoi. ça me dit quelque chose, effectivement. Je crois que je sais à quoi ça fait référence. Ce qu'il faut voir de manière générale, avant de rentrer dans le détail, j'essaie d'être bref, c'est qu'ils font feu de tout bois pour justifier juridiquement, essayer de justifier juridiquement, l'absence d'emprise de l'État, d'emprise juridique sur eux. Donc, tout argument est bon à prendre, même si les arguments sont incompatibles les uns avec les autres. Ou qui font appel à du droit étranger en application en France. Ouais, ça arrive aussi. Cette démarche-là, moi, ça me rappelle le créationnisme, que je connais mieux, qui consiste à faire feu de tout bois contre la théorie d'évolution, à essayer de détecter des faiblesses qui sont en fait le fruit de leur incompréhension de ce qu'elle dit vraiment. Et le fait est que c'est pas toujours aussi simple que ça pourrait apparaître. Et une fois qu'ils ont balancé 4-5 critiques des cacahuètes comme ça en pensant avoir envoyé des ogives nucléaires, ils ne font jamais l'effort de proposer eux-mêmes une méthode cohérente de description du monde. Et ils ne peuvent pas, en fait, parce que leur système de pensée, il n'y a pas de méthode. Et j'ai l'impression que c'est un peu ça, c'est que, voilà, on a ces textes de loi, là et là et là, je comprends pas, ou je comprends mal, ou je veux mal comprendre, et j'envoie un scud, et je dis, voilà, ça suffit pour que ma vision soit cohérente. Et ils proposent rien derrière, en fait. Ils proposent de faire du passé table rase, même s'ils sont rarement communistes. S'ils considèrent que plus rien n'est valide, donc si plus rien n'est valide, ce qui s'applique, c'est le droit naturel et pacta sunt servanda, donc les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont signées, en gros. Donc c'est vraiment, puisqu'il n'y a pas de droit depuis 1848, nous ne sommes que des entités qui peuvent contractuer. Parce que l'idée du contrat, c'est une loi supérieure, souveraine. Alors du coup, on aura besoin de comprendre c'est quoi le droit naturel, en 4 mots. Et puis, on va en arriver au fameux je contracte, je ne contracte pas tout à l'heure. L'idée du droit naturel, c'est l'idée qu'il existe un droit supérieur au droit posé par les humains, qui peut être de nature divine, qui peut être de nature logique. Les philosophes du droit se sont écharpés depuis globalement Aristote sur ces questions-là, donc on ne va pas faire de résumé ici. Mais c'est l'idée qu'il y aurait un droit spécifique supérieur qui s'applique soit universellement à tous les hommes, soit qui dépendrait des sociétés. Il y a énormément de constructions, mais globalement, c'est cette idée d'un droit juste, ou d'une relation juste entre les hommes, qui s'appliquerait à défaut de règles juridiques posées par les hommes. Et donc, les citoyens souverains considèrent que c'est l'aspect contractuel, et c'est pour ça qu'ils cherchent à virer l'État de l'équation, parce que s'il n'y a pas d'État, il n'y a pas de droit posé par les hommes, et donc, il n'y a plus que les contrats. Alors ça, on n'a pas la solution à cette idée, mais quand on prétend qu'il y a un droit universel, encore faut-il le démontrer. C'est que moi, je veux bien que ce soit vrai, mais il ne suffit pas de le décréter. Ça ne peut pas être... Enfin, ou alors si, mais on est dans une théocratie, quoi. C'est le gros problème du droit naturel. Je ne vais pas trop en dire parce que je vais me fâcher avec des collègues sinon. C'est une des grosses lacunes du droit naturel. C'est qu'il y a autant les embrasse de juristes spécifiquement spécialistes de droit naturel. Chacun a sa crèmerie, pour le dire gentiment. Du coup, pour expliquer un petit peu le raisonnement des citoyens souverains et pourquoi ça ne marche pas sur 1848, c'est assez simple. Le Code civil, il est promulgué en 1804, son article 1er. Alors là, je ne vous invite pas nécessairement à aller vérifier sur Légifrance, donc, qui est le site de mise à disposition du droit français, parce qu'il manque une donnée sur Légifrance. L'article 1er du Code civil prévoyait en 1804 que les lois étaient promulguées par le premier consul. Assez logique. Sauf que Napoléon, évidemment, il n'a pas duré éternellement. L'Empire a été abrogé. Et en 1816, on a une révision du Code civil qui remplace premier consul par roi. C'est assez cohérent, on est revenu à une monarchie, donc on remplace premier consul par roi. Aucun souci. Cet article n'a pas été modifié avant 2004. Cet article n'a pas été modifié avant 2004. Et alors,
retour en arrière. 1848, Deuxième République, donc qui succède à la Restauration. On touche pas au Code civil. On touche pas au Code civil parce que c'est pas nécessaire en fait. La Constitution de 1848 prévoit que c'est le président de la République qui peut promulguer les lois. Je considère que l'article 1er du Code civil qui parle du roi ne s'applique pas en fait. Oui, il est inféodé. Il y a comment ça s'appelle? C'est cette pyramide des... des normes. La hiérarchie des normes, voilà. C'est l'idée, effectivement, que c'est la Constitution qui prévoit le cadre d'élaboration de la loi, et donc la loi, pour être valide, doit suivre les procédures prévues par la Constitution. Et il y a une seconde idée, c'est une idée de conformité, c'est-à-dire qu'il peut exister des mécanismes de contrôle de la loi par rapport à la Constitution, et que de toute façon, la Constitution doit ou peut primer sur la loi, et en tout état de cause ici, la Constitution donnant prérogative au président de la République pour promulguer la loi. L'article 1er qui donnait cette prérogative au roi et avant au premier consul ne s'applique pas de facto. D'accord. Moi, j'aimerais juste faire une pause, parce que là, on rentre dans le terrain de la pensée magique. On a des gens qui disent, puisque moi, je comprends que... et de fait, on aurait sans doute dû le changer, cet article, pour que ce soit parfaitement clair pour tout le monde. Mais à l'époque, les gens étaient assez intelligents pour comprendre que la hiérarchie des normes faisait que l'article était à comprendre de telle manière. Tout le monde l'a fait, ça fait 150 ans que ça dure, un peu plus, 170 ans. Et maintenant, on décide que, alors, rétrospectivement, ils ont tous eu tort. Et donc, il faut que tout le monde accepte. Et donc, ils voudraient que par le seul acte performatif de dire cette loi, cette phrase-là ne correspond pas à ce qu'on aurait dû faire. Et donc, tout se dissout et les gens doivent accepter que toutes les normes en vigueur, que tout le fonctionnement doit s'arrêter pour... et à la limite... Si ces gens-là avaient un discours extrêmement populaire qui se diffuse comme on est en démocratie, ils pourraient avoir raison dans les faits puisque les règles font que. Mais là, on a l'impression qu'ils sont capables de se dire, et d'ailleurs on a eu le cas avec M. Fioril et pas le centre de transition, la commission... Le Conseil national de transition, qui a voulu s'inviter à l'Élysée, s'installer sur place avec 14 pelés de tondus et diriger la France parce qu'ils estimaient qu'ils avaient le droit. Alors que quelqu'un de constitutionnellement devait comprendre que la force publique ne laissera pas faire. Et donc on a l'impression qu'ils veulent y croire. Et donc il y a un petit peu d'irrationnel et une pensée magique religieuse, je ne sais pas trop comment le dire. Et évidemment, c'est compliqué à analyser avec les outils que vous avez, vous. Voilà, c'est la parenthèse que j'avais. C'est-à-dire qu'ils omettent toute une part du raisonnement qui est simplement la réalité. En fait, ils se basent sur des énoncés. Je vais être très prudent là-dessus parce qu'il y a un épistémologue du droit qui me regarde de manière très méchante. Mais ils se basent sur le mouvement, rassure-toi. D'accord, je ne vais pas bouger. En fait, ils voient certains énoncés et ils en déduisent des conséquences totalement farfelues. En fait, ils omettent, et je me répète parce que c'est quand même important, ils omettent juste simplement que le droit n'est pas simplement réductible à un énoncé quelque part. On parlait tout à l'heure pour la fiscalité de 2 points. Le deuxième point, il connecte à ça. Le Code général des impôts serait aboli, n'existerait pas, ne serait pas valable parce que la codification serait par décret. Très simplement, le Code général des impôts, cette petite merveille, prenez n'importe quel éditeur... Vous doutez, mais j'en suis sûr. Bref, le Code général des impôts est codifié par décret. Or, la Constitution prévoit que la fiscalité, ça relève du domaine de la loi. Donc, la loi, un décret, c'est pas la même chose. Donc, en fait, tout ce qu'il y a là-dedans, c'est pas bon. Sauf qu'en fait, c'est simplement une codification, c'est une organisation. Donc, en fait, si on omet simplement ce qu'est un Code général des impôts, alors oui, dans leur logique, le Code général des impôts est aboli. Tu veux nous le remontrer? Je pense que tu gagnes une commission à chaque fois que tu montres le code, ce petit livre rouge. Hein, à chaque fois, tu gagnes 1 centime. Même pas. C'est honteux. Mais après, je suis preneur. Hein. Sacha. Mais je le déclarerai dans mes revenus. Si je devais faire une comparaison, c'est un petit peu comme si tu es en train de jouer au Monopoly ou au Uno, qui sont 2 de ces jeux de société où on a tous des règles maison. Et on respecte jamais les règles qui sont au dos de la boîte. Et... donc tu joues avec tes règles maison et une partie de Monopoly bien chiante au bout de 30 minutes, tu as quelqu'un qui fait
Non, mais en fait, si on regarde les vraies règles au bout, telles que moi je les interprète, on n'aurait pas dû faire comme ça, ce qui est un propos qui se tient. Et du coup, maintenant, dans le reste de la partie, on fait pas comme ça. Et rétroactivement, on refait toute la partie comme si on avait joué avec les vraies règles telles que moi je les comprends. J'entends bien, et ça ne se produit jamais quand la personne en question est en train de gagner. Hein. Ah, en plus. Et c'est un petit peu la même métaphore de ce qu'il voudrait faire, en fait. Quand on joue au Monopoly, on se fixe des règles, on joue avec un jeu de règles qu'on ne change pas au milieu de la partie, et on ne peut pas dire au milieu de la partie, en fait, ces règles-là, je les accepte pas, sinon on arrête la partie, en fait, tout simplement. Je vais dire une horreur. Je pense que le mieux, c'est de ne pas jouer au Monopoly. Ah non, mais oui, on est bien d'accord. Je l'ai dit. Bien d'accord. Je suis outré. À titre personnel, je suis outré. Un mot sur l'État est une entreprise ou sur le décret Valls ou sur les deux. Oui, sur les deux, pardon. Le décret Valls, c'est un tout petit poil plus subtil, mais c'est un petit peu la même idée. Manuel Valls, par décret du 5 décembre... Alors pour ceux qui ont oublié, il a été Premier ministre, cet homme, Premier ministre d'un président socialiste, et ça, c'est bon, c'est un fait. Il a été beaucoup de choses. Hein. C'est un produit d'export. Voilà, non, mais c'est bon, on va développer. Sacha, on te laisse continuer. Donc, décret du 5 décembre 2016 qui crée en gros une inspection de la justice. Et il y a un argument qui circule, qui n'est pas un mauvais argument, hein, cela dit. C'est l'idée qu'il y a une séparation des pouvoirs qui est prévue par, cette fois-ci, l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui prévoit qu'il faut séparer les branches législatives, exécutives et judiciaires. Or, l'inspection qui était prévue par ce décret de Manuel Valls avait tendance à inféoder en partie le pouvoir judiciaire au pouvoir exécutif. Et l'argument fonctionne. Il fonctionne tellement bien que le décret a été contesté devant le Conseil d'État, qui a dit oui, là, sur ces points-là, ça ne marche pas, on ne peut pas faire cette inspection, et qui a annulé sur certains points ce décret Valls, tout à fait légitime de l'annuler. Il a, au demeurant, validé certains autres points, mais dans l'argumentaire d'une partie de ces personnes-là, et la personne à l'origine de l'argument, je ne suis pas persuadé qu'elle soit proche des citoyens. Enfin, elle est proche des citoyens souverains, mais je ne suis pas persuadé qu'elle en fasse partie. Mais ce n'est pas grave, l'argument a été repris. C'est l'idée que la Constitution prévoit la séparation des pouvoirs. Le décret met en place un truc qui viole la séparation des pouvoirs. Donc, ce n'est pas le décret n'est pas valide. C'est comme le décret a été considéré en partie valide par le Conseil d'État, alors il n'existe plus de Constitution. Puisque l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme, qui est dans la Constitution, prévoit que la Constitution doit séparer les pouvoirs. Et là, encore une fois, c'est un renversement de la hiérarchie dont on a parlé, c'est ça ? Totalement. C'est un renversement de tout le système juridique, de la manière dont ça fonctionne. C'est le contre-uno, en fait. C'est l'idée ouais. du contre-uno. C'est ah ben non, voilà. Et une idée du contre-uno qui prend en plus même pas en compte le fait que le décret a été contrôlé. Donc c'est leur lecture de la séparation des pouvoirs. Pas la lecture des juristes de la séparation des pouvoirs, c'est la lecture de ces personnes qui, no offense, mais n'ont pas de compétences spécifiques en droit. D'accord. Moi, quand en droit français. Et donc voilà, là, on a un bel exemple de comment on rationalise. On a un projet, c'est notre projet, et quand on va passer un argument qui est vaguement va dans l'autre sens, on n'est pas, quand je dis on, c'est de manière générale, les humains, hein, on n'est pas très regardant avec la qualité de l'argument. Si il pousse du bon côté, on va le prendre, alors qu'on devrait sûrement faire le tri, en fait. Et c'est pas là pour tout le monde, en tout lieu, en tout temps. Je vous rappelle, quand vous voulez argumenter, vérifiez que vos arguments, qui vous ont l'air bons parce qu'ils vont dans le bon sens, en fait, sont vraiment bons parce que c'est pas toujours le cas. Sachant que la séparation des pouvoirs, le contrôle, etc., c'est un grand classique. C'est quelque chose qu'on enseigne dès les premières années de droit. Outre la séparation des pouvoirs, le fait que la France a déjà été condamnée, notamment par la Cour européenne des droits de l'homme, pour des choses comme ça. C'est-à-dire qu'ils retiennent ce décret de Manuel Valls, mais comme ils auraient pu retenir tout un tas de choses qui vont un peu dans le même sens. La garantie de l'indépendance des juridictions, c'est un vrai sujet. Et c'est presque décevant de les voir prendre ce non-argument, alors qu'il pourrait y avoir une véritable discussion. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas non plus discréditer tout ce qu'ils disent.
pas non plus déconner, c'est pas, voilà, j'aurais peut-être du mal à qualifier ça de brillant. Il y a certains éléments qui peuvent infuser le contexte social globalement avec une véritable mise en avant d'une nécessité d'une justice encore plus indépendante, etc. Il y a des véritables problématiques derrière ce qu'ils avancent. On parlait de la question fiscale, mais la question de l'indépendance des juridictions ou de la séparation des pouvoirs, c'est des vrais problèmes. Ils ne se basent pas non plus que sur du vent. Il faut rappeler que l'état actuel de l'État et de son fonctionnement n'est pas c'est pas la fin de l'histoire, quoi. On est encore en train de construire quelque chose qui puisse fonctionner mieux. La justice n'est pas toujours à la hauteur. Comment les pouvoirs se répondent, sont indépendants ou pas, c'est pas totalement... voilà. Il y a plein de problèmes. Encore faut-il que... Mais bon, c'est pas tellement leur souci, eux. La problématique n'est pas là. Eux, ils veulent justifier autre chose qui est extrêmement local comme problème. C'est leur problème à eux, plus qu'un désir de rendre le système plus juste. En fait, ils veulent pas du système. Non, puisqu'il est illégitime. L'État est une entreprise, c'est vrai ou c'est pas vrai? Non. Évidemment, les employés de l'entreprise État, alors Yanis et moi beaucoup plus, parce qu'on est fonctionnaire, enfin, je suis fonctionnaire, il est agent public. Plus sérieusement, non. L'argument, celui-là, il est assez simple. L'État, plus exactement l'Élysée, a un numéro SIRET. C'est vrai. Factuellement, c'est vrai, là, il n'y a rien à dire. Et ils déduisent de ça que, en gros, c'est l'idée que comme c'est, dans leur tête en tout cas, que les entreprises ou les commerçants ont un SIRET, alors l'État est une entreprise. Les associations ont un SIRET. Ouais, certaines associations peuvent avoir un SIRET. Est-ce que l'État est une association? Oui, loi 1901, ça me semble évident. On a une AG demain, tu viens? Non, mais... Ça marche pas déjà mieux. Et du coup, donc, conclusion, l'État est une entreprise. La conclusion est fausse, hein, évidemment. Et ils vont redéduire de cette conclusion que comme l'État est une entreprise, il n'est plus compétent pour poser du droit sur le territoire français. Oui. Ce qui, accessoirement, pourrait se discuter sur le plan politique. Ce ne serait pas inenvisageable qu'une entreprise puisse poser du droit. Tous les auteurs de SF y ont pensé dans tout ce qui est dystopie, dans tout ce qui est hardboiled, dans tout ce qui est cyberpunk. En tout cas, quand ils s'intéressent au droit, parce que tous les auteurs de SF ne sont pas forcément sur ce volet-là. Non, pas du tout, mais je veux dire l'idée générale qu'une société dirigée par... C'était pour pinailler aussi un peu, pardon. C'est vrai, pardon. Vous êtes un pinailleur. Et du coup, comme l'État serait une entreprise, donc ce qui est faux, hein, je vous rappelle, alors on ne serait pas soumis aux règles posées par l'État, puisque si c'est une entreprise, il faut contracter avec cette entreprise pour être soumis aux règles qu'elle édicte. Et comme on n'a pas contracté, alors on n'est pas soumis aux règles qu'elle édicte. Voilà. Et donc on a le fameux « je ne contracte pas », qui est la fameuse vidéo que vous avez tous vue, qui a quand même donné lieu à un reportage. Alors, c'est un mouvement qu'on connaissait. Hein. On connaissait notamment le Conseil national de transition, le CNT, et ce genre de choses. On les connaissait. Aux États-Unis, il y a eu des drames, des morts, des attentats, avec ces mouvements souverains. Mais voilà, on l'a découvert avec « je ne contracte pas ». Est-ce que vous pouvez m'expliquer la logique de... Alors, tu l'as commencé à le faire, hein, de ce « je ne contracte pas » et en lien peut-être avec la fraude du non légal. C'est des gens qui prétendent que leur identité officielle est une fiction. Alors, c'est quoi la substance de la logique derrière cette histoire? Tout est lié, mais de manière décentralisée. C'est un peu comme si on avait plusieurs nodes, plusieurs nœuds avec des lignes entre chaque. Donc, c'est assez difficile de... Il faut faire simple, s'il te plaît. Non, bien sûr. Ce que je veux dire, c'est que c'est assez difficile de trouver une hiérarchie dans leur raisonnement. C'est des points qu'ils reprennent, mais comme beaucoup de théories complotistes, je pense. L'idée de « je ne contracte pas », c'est ce que tu as dit, et c'est ce que j'expliquais avant. L'État est une entreprise. Donc, comme c'est une entreprise, les seules manières de se soumettre à ces règles, c'est d'avoir accepté de se soumettre à ces règles en passant un contrat. Eux refusent de contracter, et ils le font savoir à la maréchaussée, aux gendarmes qui ont un sang-froid assez fou en vrai. Et ils disent donc « je ne contracte pas » parce que pour eux, le fait de refuser de contracter, ça implique que les règles que l'État ne peut pas les contraindre à ses propres règles, qu'ils ne sont pas soumis aux règles de l'État. Je vais faire une parenthèse un peu polémique et je vais remercier les forces de l'ordre et notamment les gendarmes qui, lorsqu'ils n'ont pas pour consigne de casser la gueule aux manifestants, font un travail correct. Ils sont patients, ils maintiennent l'ordre.
Et évidemment, parce qu'on s'est beaucoup plaint de violences en France, notamment contre les Gilets jaunes, qui sont connectés à cette révolte, révolte fiscale dont tu as parlé, Yanis. Et il y a ce mouvement de refus d'autorité de l'État. Et naturellement, l'État a été violent et brutal avec ces gens-là. Mais dans la vidéo qu'on connaît et dans d'autres cas de figure, lorsque c'est les gendarmes, il y a du sang-froid, il y a de la patience. Voilà. Et comme c'est la vidéo qui a été diffusée par les victimes supposées par eux-mêmes, voilà, c'est pas des images officielles, quoi. Dans ces vidéos qui est circulée, a priori, il n'y a pas de faute de la part de la police. C'est pas toujours le cas, hein. Mais là, en l'occurrence, ils étaient nickel. Il me semble. Chine, en général, ça aurait été la BRI, par exemple. La BRI? Non, c'est pas la Brigade de recherche et d'intervention, je crois. Oui, non, mais les anciens voltigeurs. Je perds, mais. Oui. C'est pas grave. La BAC? Oui, la BAC, merci. Voilà, ça aurait été la BAC, ça aurait pas du tout été la même paire de manches. Hein. Ouais. On n'était pas très loin d'un drame, hein, pour être honnête. Quand on voit la vidéo, selon les forces de l'ordre qu'il y aurait eu en face, les gendarmes ont eu un sang-froid assez dingue. Il n'y avait aucun moyen d'état. Ils auraient les personnes dans la voiture ont quand même été violentes verbalement, etc. Quand il y a pour les gendarmes, c'était l'équivalent de leur soumettre du droit Klingon. C'est-à-dire que là, vraiment, ils sont arrivés. Il y avait une situation d'incompréhension. C'était la rencontre sur une petite route de la Drôme, hein, je crois que c'était en Drôme, là où ils habitent, de deux mondes totalement différents. Heureusement que c'était dans un contexte plutôt calme et qu'il n'y avait pas d'élan parce que quand on voit comment ça marche aux États-Unis, même si aux États-Unis, les forces de l'ordre sont très différentes de ce qu'on ou dans des contextes beaucoup plus compliqués. Oui, c'est très bien que la police. Je veux dire, il me semble que c'est normal que la police se comporte bien. Attention. Hein. Ça me paraît bien. Il ne faut pas taper sur les souverains. C'est qu'on en est au fait de décerner des bons points quand ils se comportent bien, en fait. C'est ça, mais voilà, on est là. On est à dire, disons, là, ils ont fait leur job correctement, mais on le souligne parce que, comme on est tous très critiques et qu'on critique quand ça se passe pas bien, de temps en temps, une petite partie de moi se dit, rappelle-toi de dire quand c'est bien. Donc, c'est ce que j'ai voulu faire. D'ailleurs, ce qui est intéressant vis-à-vis des citoyens sur ça, rapidement, c'est qu'ils sont évidemment au fait des violences policières. Et même face à un risque, parce que je comprends certaines personnes qui estiment que quand on rencontre des forces de l'ordre, on est face à un risque. Face à une situation qui s'envenime quand même dans la vidéo, il reste un truc, il n'y a aucun moment où ils se disent on va ramasser des marrons là. Oui, c'est-à-dire que quand le gendarme brise la vitre, ils sont sidérés. Ils se disent mais c'est pas possible parce que dans mon logiciel personnel, on est protégé par les formules magiques qu'on utilise pour retenir les gens. D'ailleurs, ils disent c'est pas un véhicule, c'est une voiture. Et ça, c'est censé interdire à la police de les toucher. Donc on voit qu'ils y croient. Et donc, à titre personnel, on l'a dit, mais il faut peut-être... Enfin, pas là, mais j'ai dit ailleurs, et donc je le rappelle, ce sont des victimes, les croyants dans toutes ces dérives, dans toutes ces histoires. Ce sont des victimes de gens qui leur vendent un beau narratif et qui en général leur vendent autre chose avec des services ou un peu comme des visios qui vendent des plaintes à 2 € machin. Enfin, il y a voilà. Et ce sont des dindons de la farce en fait. Ils se font avoir par ceux qui gagnent du pouvoir en diffusant ces narratifs. Donc on n'est pas en train de se moquer d'eux. Ils sont aussi victimes, quoi. Bien sûr. Mais ça peut mal finir, ça peut s'envenimer et heureusement il n'y a pas eu de drame. Voilà. Bon, peut-être on peut reprendre. Il y a régulièrement des drames. Il arrive qu'il y ait des drames. Je crois qu'on les évalue à 300 000 à peu près, les citoyens souverains aux États-Unis. Il y a eu récemment un père et son fils qui ont buté 2 policiers et qui se sont fait abattre derrière dans un contexte qui n'est pas tellement différent, un contrôle policier sur la route, quoi. C'était vraiment même type de rencontre. Ouais. Et ils y croient. Et il y a une espèce. Alors, l'idée n'est pas de moi, mais je ne sais plus où je l'ai lu. J'ai pas noté la source à l'époque. C'est l'idée que le droit serait un petit peu une sorte de formule magique. Et que quand on dit les bonnes formules, il se passe des trucs. Et c'est le je ne contracte pas, ce n'est pas une voiture, ce n'est pas un véhicule, c'est une voiture, tout ça. Et même quand ils vont dans la justice, ils essayent ils refusent des trucs en considérant que le juge, du coup, n'aura pas d'autorité sur eux. Famille Durand par oui-dire. Ouais, voilà, par exemple. Ça, c'est encore un peu autre chose. Mais ils considèrent que s'ils ont les bonnes formules magiques, il va rien leur arriver.
Et ce que je trouve assez fascinant, pour être honnête, c'est que c'était peut-être leur première rencontre face aux forces de l'ordre en étant devenus citoyens souverains, je ne sais pas. Les protagonistes de la vidéo disent dans le reportage d'Envoyé spécial, semblent sous-entendre que ça fait pas très longtemps qu'ils sont tombés là-dedans. C'est lié au Covid, parce que madame était infirmière, elle a refusé la vaccination, elle a eu plein d'ennuis derrière, justifié ou pas, en tout cas, elle a sombré là-dedans. Mais la majorité des gens savent que on va pouvoir dire à peu près ce qu'on veut à un policier quand il a décidé de faire un contrôle d'identité, policier ou gendarme d'ailleurs, le contrôle d'identité va avoir lieu. Ben oui. Oui. Donc voilà, il y a une espèce de croyance en une certaine forme de magicalité du droit. Ce serait des formules magiques qu'il faut maîtriser. Tout à fait. Et je vais là faire une parenthèse et je vais lire un extrait d'un article dont je vous ai parlé et qui parle de ça. Et on va revenir. Et parenthèse, lecture d'un extrait du Quick Guide to Sovereign Citizens, donc un guide rapide des citoyens souverains, tiré d'un document de l'Université de Caroline du Nord pour The School of Government. Je cite, et donc j'ouvre les guillemets. Un citoyen souverain évite d'être soumis par inadvertance à ce faux gouvernement et évite d'être pris pour un citoyen fédéral en signant les documents d'une certaine manière, par exemple en s'identifiant comme Jean Dupont, administrateur exécutif de l'entreprise privée connue sous le nom de Jean Dupont en capitale, ou en s'identifiant comme exécuteur testamentaire de l'homme de paille, ou en utilisant un symbole de copyright avec son nom, ou en intercalant des deux points ou des traits d'union ou d'autres ponctuations bizarres dans son nom, ou en utilisant le préfixe noble ou le suffixe bay ou lb, B-E-Y, avec son nom, et ainsi de suite, des tas de choses. Pour éviter de se soumettre par inadvertance au faux gouvernement, le citoyen souverain peut utiliser de l'encre rouge, apposer l'empreinte de son pouce sur les documents, mettre le code postal entre parenthèses ou dire près de dans l'adresse. Il existe d'innombrables variantes à cette vision bizarre de la loi, mais toutes sont destinées par le citoyen souverain à s'assurer que vous n'avez plus affaire à l'homme de paille asservi ou à un citoyen fédéral aux droits limités, mais au véritable citoyen souverain de common law, en chair et en os, qui se trouve en face de vous. Fin de citation. Hop, on est revenu. Et ça implique aussi, et c'est courant avec les autres théories du complot, que l'intégralité des gendarmes, l'intégralité des forces de l'ordre, l'intégralité des juristes, l'intégralité des juges, probablement des personnels administratifs, soient au courant de ces trucs-là, de ces espèces de formules magiques qui doivent leur donner leurs droits. Et c'est pour ça que c'est du complotisme, parce que ça implique qu'il y a des gens qui sont au pouvoir et qui cachent la vérité au bon peuple. Et c'est même pire qu'ils la cachent, parce que là, quand le bon peuple il utilise les bonnes formules magiques, ils se soumettent. Il accepte. C'est ça. C'est l'amulette. Vous avez l'amulette rouge ? Ah, bienvenue, entrez. Ouais. C'est la magie en fantasy. Hein. Je connais le sujet, c'est vraiment ça. Oui. Lisez ces livres, d'ailleurs. Oui. Pardon, comment de la pub. Je disais aux viewers de lire tes livres. C'est gentil, merci beaucoup. Mais oui, en fait, c'est après le droit performatif, le droit par formule, c'est quelque chose qui fondamentalement, si ma mémoire est bonne, s'il y a des contractualistes et des civilistes, ne me tuez pas par pitié, c'est des trucs qui de mémoire existaient dans certaines formes de droit romains, etc., où pour sceller un contrat, il fallait il y avait certaines manières d'agir en fait pour que le contrat ait de la valeur. C'était lié aux religions à l'époque, me semble-t-il. Tout à fait. Voilà. Mais du coup, il fallait, on a une super prof qui nous aide, donc il fallait que l'un prononce quelque chose, l'autre prononce quelque chose, etc. Donc là, pourquoi pas ? Le problème, et alors ça, bon, c'est peut-être une nouvelle pour certains citoyens souverains, nous ne sommes plus sous l'Empire romain. Alors, certains te diront que l'Empire n'a pas cessé. Hein. Petit clin d'œil à Pacôme Thielman. J'aime assez, même si c'est très discutable. Bon, alors. Voilà. Non, mais ce qui est marrant, c'est que finalement, ça a existé. Encore une fois, il y a un élément de réalité, il y en a un autre, il n'y a aucun lien entre les deux, mais quelque part, Habemus Papam, faisons des ponts. Ouais. Je reprends peut-être, Thomas, ce que tu oui, bien sûr, avançons. Par oui dire, ça, c'est pas exactement lié à la formule magique, c'est plus autre chose. C'est l'idée de la fraude au non légal. À mon avis, le mouvement des citoyens souverains tel qu'on l'a en France
c'est la conjonction de deux choses. C'est la théorie de la rédemption dont tu as parlé dans l'autre entretien avec... On peut en dire un mot après, hein, pour rafraîchir. Et cette idée de la fraude non légale, qui sont deux théories qui s'entremêlent elles-mêmes, mais qui en France, j'ai l'impression en tout cas, sont comprises comme étant deux idées qui s'entrecroisent, mais qui ne sont pas liées l'une à l'autre. L'idée de la rédemption, du coup, je vais commencer par ça, c'est très simplement l'idée que... très simplement, l'idée, c'est un gros complot mondial que ça implique, donc c'est pas du tout simple. C'est l'idée qu'en fait, il y aurait une fiducie qui serait créée par l'État sur nos personnes. Il faut que tu expliques ce mot, s'il te plaît. Pardon. En gros, la fiducie, c'est l'opération par laquelle un ou plusieurs constituants, donc personnes originaires, vont transférer des biens, des droits ou des sûretés, ou un ensemble de droits, de biens ou de sûretés, à un ou plusieurs fiduciaires qui, les tenant séparés de leur patrimoine propre, agissent dans un but déterminé au profit de bénéficiaires. Ça, c'est la définition. Oui, c'est la définition juridique. C'est quoi une sûreté, s'il te plaît? Là, pour le coup, je pense pas que ce soit le cœur. La sûreté, bon, on peut rentrer quand s'arrêtant au bien. Plus simple. Ouais, non, les sûretés, c'est des gages sur des biens. C'est pour ça qu'on vous déteste. Vous savez, je sais bien. C'est pour ce type de choses où waouh, on ne sait plus où on est. Tout simplement, ça ressemble un petit peu à l'idée de fondation sans la personnalité juridique de la fondation. C'est l'idée que on va... c'est très bouchérisé, hein, mais ça devrait faire le taf en termes d'explication. C'est l'idée qu'il y a une opération juridique, il y a des gens qui vont donner des biens à d'autres gens, qui vont devoir gérer ces biens de manière indépendante de leur propre patrimoine, pour certains bénéficiaires déterminés. Et là, en gros, ce serait l'idée que... C'est des fonds souverains? En gros, Thomas, je te donne mon stylo, t'en prends bien soin, tu les gères à destination, tu le considères pas du tout comme ton stylo, c'est un patrimoine séparé, merci de ne pas le mettre dans ton pot à crayon, tu vas le rayer, et tu dois le gérer de sorte à en faire bénéficier des tiers déterminés. Non, ce n'est pas un pot à crayon valable. Des tiers déterminés? Attends, c'est ton stylo, regarde, il est arrivé. C'est quantique. Ce serait très long que ce soit le même modèle. L'idée, en gros, c'est que tu confies, c'est ça, c'est tu confies du patrimoine. Souvent, c'est de l'argent. C'est plus souvent des sommes qui vont être utilisées dans un but spécifique, peut-être pour un tiers particulier. Donc, je te confie de l'argent pour que tu le places, et ce placement et cet argent vont être à destination d'une tierce personne. D'accord. Et donc, la théorie de la rédemption, c'est que on a tous de l'argent qu'on a ponctionné, pompé pour le mettre ailleurs, géré par quelqu'un d'autre. C'est ça, et en fait, en gros, c'est l'État qui détiendrait ces fonds, qui gérerait ces fonds, mais pour lui-même, du coup, pas pour nous directement. Et qu'en devenant citoyen souverain, il y aurait un moyen de récupérer ces fonds. Ah, il y a un loophole, il y a un comment dire en français, un trou de souris, une faille, une faille oui, dans le système. Et là, ça rappelle typiquement le complotiste ou le créationniste qui croit que lui, il est spécial parce qu'il a accès à une connaissance spéciale que les autres n'ont pas. On est typiquement dans ce type de psychologie, en tout cas, de démarche. Et donc, cette faille, je te laisse nous l'expliquer. C'est dur à expliquer parce que là, pour être honnête, je sais vraiment pas d'où ils le sortent, ce truc-là. Enfin, je sais pas d'où ils le sortent. Ils sont même pas d'accord entre eux. Pour certains, ça viendrait... disons qu'aux États-Unis, ils l'attribuent plus au plan de relance suite au krach boursier et à la crise des années 30. En France, ce serait, par exemple, suite au plan Marshall, que le gouvernement américain aurait donné de l'argent pour les citoyens et pas à l'État directement. Peu importe, en fait, en soi, d'où ça vient, l'idée reste là. Et l'idée, ça reste que si tu réussis, en gros, à récupérer tes papiers originaux, à récupérer certains documents, tu pourrais toi-même directement bénéficier de ces fonds-là. Alors aux États-Unis, ils prétendent que c'est 630 000 $ par personne ou 1 million, enfin ça dépend un peu des États. Donc c'est une jolie somme. Non, ça ne sert à rien de s'emmerder à la récupérer si c'est 3,50 francs. Voilà. Et donc on a cette loterie-là qui se joue et qui évidemment peut être une raison pour des gens d'y croire. Si vous êtes dans la panade et qu'on vous dit, mais en fait, toi, tu as un compte à ton nom qui contient tout cet argent, et il suffit que tu le demandes. J'ai des démarches, bon, ça coûte 500 balles, je te les fais, puis tu me payes, et puis on fait les démarches. Et voilà comment on devient victime. Je sais pas s'ils ont des gens qui leur font les démarches. Alors ça, c'est vraiment la partie qui est un peu dure à voir. Alors notamment parce que dans les citoyens souverains qu'on a eu très explicité dans le reportage,
c'était Ils pas sont pas quelque sur chose. ce versant-là. Voilà, ils sont Enfin, pas sur ce versant-là en fait. pas C'est- présentés il comme y a- étant sur ce versant-là. Voilà, il y a différents, comment dire, voilà, on peut être ascendant fiducie ou Il pas. y a des créationnistes terre jeunes et créationnistes terre vieille. On sait bien Voilà, que on c'est peut être ça. dans l'anti-État sans être d'accord tous ensemble, tout comme les pro-État sont pas d'accord ensemble. On le voit bien d'ailleurs. Mais alors sur ça, juste il y a un truc qui est quand même intéressant, c'est que ces gens prétendent que donc ce sont des sommes faramineuses et du coup qui sont cachées, mais elles sont tellement bien cachées que l'État s'en sert, mais on les voit jamais. C'est-à-dire que il n'y a pas la partie comment dire, il y a pas la partie comptabilité publique. La partie fun, ils l'ont enlevée. Ok, la partie Pas la fun, je même retire. définition de fun. Voilà, non mais ils ont enlevé cet aspect où quand on voit un peu comment fonctionne la comptabilité publique, le moindre centime est tracé. Là, on aurait des sommes donc inconnues en France. On peut se dire que c'est à 630 000 aux États-Unis. Ah, on doit bien avoir 15-20 balles à tirer en France. Là, non, là, c'est caché. Et en Bon, plus, d'où vient l'argent qui t'est attribué à la naissance? Enfin, après, à leur décharge, il y a un espèce de blabla pseudo-juridique, enfin pseudo-juridique, pardon, pseudo-économique sur ce que c'est que les banques, sur le fait que l'argent est créé un petit peu par un claquement de doigts. Et le fait est que la création de la monnaie, les crédits, etc., c'est beaucoup moins intuitif qu'on pourrait le croire. Moi, je sais que j'ai appris, j'ai oublié entre-temps, mais j'ai appris des choses sur comment créer la monnaie, etc., qui m'ont un peu laissé sur le cul. J'ignorais comment ça marche. Oui, Et j'ai mais oublié comment ça marche. pour le coup, il n'y a pas cet aspect, tiens, quand un humain naît, on va lui foutre 1 million Non, ou non, bien sûr. peu importe la somme sur son compte. Mais peut-être que c'est lié de manière, par une mauvaise compréhension, à l'idée de revenu universel. Où certaines personnes qui ne comprennent pas le principe, je ne dis pas que je le comprends, mais peuvent se dire, ah bah ça veut dire que moi, à titre individuel, j'ai par un droit naturel, droit à telle somme d'argent tous les mois parce que c'est un revenu universel qui m'est dû. J'imagine que dans leur tête, je ne dis pas qu'ils sont crétins, mais comme moi, loin de tout comprendre, peut-être qu'eux, ils font des connexions et que ça renforce leur croyance de l'idée qu'il y a bien un fonds quelque part dans lequel on prend cet argent pour le donner aux personnes. J'imagine. Donc, je suis dubitatif. Ouais, je suis très dubitatif. Mais je dis pas que c'est ce qui se passe. J'essaie de comprendre un peu comment ça peut se connecter. Ah oui, en fait, même philosophiquement, le revenu universel, on en pense qu'on veut d'un point de vue économique ou politique. De mémoire, l'idée derrière, c'est de décorréler le travail du niveau, enfin pas décorréler, pardon. Décorréler la valeur travail, ça, accepter le fait qu'il n'y aura pas de travail pour tout le monde, etc. Enfin, c'est lié à cette idée-là. Oui. Là, il y a un aspect, c'est l'existence en fait qui doit être rémunérée. Alors, j'adorerais qu'on me rémunère pour le fait d'exister, je serais très peu payé, je pense. Ah, l'existence en elle-même. Non, alors, pardon Yanis, mais tu existes beaucoup, hein. Merci, c'est gentil. Il n'y a même pas une idée de rémunération, c'est plus l'État te ment, l'État t'exploite, et l'État a en ton nom de l'argent qu'il utilise pour lui. Alors qu'est-ce que ça veut dire pour lui, je ne sais pas. Ouais. J'imagine que c'est pour les dirigeants, pour les fonds secrets, voire pour les messes pédosatanistes, hein, tant qu'on y est. Ça coûte cher. Du jeudi. Je pense qu'il y a de la porosité, hein, cela dit, entre ces mouvements-là et la contestation de l'État. Et donc, l'État a cet argent qu'il utilise pour lui et pas pour toi. Et donc, si tu y arrives, tu as droit, entre guillemets, de récupérer cet argent. À mon avis, ils le voient plus comme ça, comme des espèces de fonds secrets auxquels ils pourraient eux aussi avoir accès. Est-ce que le nom légal, tu peux nous expliquer ça sort d'où? Donc on l'a vu dans les documentaires, enfin dans les reportages, ces gens qui s'appellent Legrand, je crois, qui montrent qu'ils ont une carte d'identité qui vient de la Common Law Court en Angleterre ou en tout cas au Royaume-Uni, crois-je savoir. Donc ils ont des papiers d'identité alternatifs, ça nous rappelle les faits alternatifs de Trump. Et donc le nom légal est une fraude. Et c'est quoi la logique, pardon. C'est quoi la logique dans tout ça? C'est l'idée que c'est lié à la théorie de la rédemption, mais eux s'en servent pas nécessairement pour ça, ils s'en servent aussi pour contester la légitimité de l'État. On peut faire les deux avec. C'est l'idée que, et c'est compliqué à expliquer en vrai, parce que c'est confus, eux galèrent à l'expliquer, donc c'est difficile de réexpliquer quelque chose qui a été mal expliqué. Mais c'est l'idée qu'à ta naissance, en fait, l'État crée une personne juridique fictive,
Thomas Sédurant, Sacha Sidoric, Yanis Vassiliadis, qui est distincte de la personne réelle. Alors je tiens à dire qu'en droit, l'idée de personne morale, de personnalité juridique, c'est un truc qui existe. Un État, c'est une personne morale, c'est-à-dire que c'est un centre d'imputation de droits et d'obligations, pour le dire vite. Les individus sont des personnes physiques qui, elles aussi, sont des centres d'imputation de droits et d'obligations. Les entreprises sont des personnes uniquement morales, qui sont l'entreprise, elle a un capital, l'entreprise, elle a un patrimoine. Donc, c'est une idée qui existe dans le droit, c'est pas une idée complètement délirante. Par contre, en tant qu'être humain, il n'y a pas vraiment il y a une seule personne. Tu as la personnalité juridique, ce qu'on appelle, et avec ça, tu as un patrimoine, tu as le droit d'avoir des droits et des obligations. Bon, eux considèrent en fait qu'il y a une scission entre cette construction juridique, cette fiction juridique, et la réalité de la personne. L'État, à ta naissance, il va créer cette personne, cette fiction, et comme c'est lui qui crée cette fiction, il peut t'inféoder à ses règles. Puisque rappelons que l'État est une entreprise et ou que l'État n'existe plus, que plus aucune loi n'est valable, on le branle comme on veut, peu importe. En gros, c'est ton petit pion sur le jeu de Monopoly. Exactement. Alors l'idée de nom en minuscule, ça vient des États-Unis en fait, parce qu'il y a un manuel d'écriture qui dit que ce sont les noms des sociétés qui sont en majuscule. Et donc si sur ton acte de naissance, ton nom est en majuscule, c'est bien que tu es une entreprise et qu'en tout cas tu n'es pas une personne morale, oui. Ça ne désigne pas ta personne physique réelle. Déjà en France, c'est discutable le fait que le nom, que les capitales soient uniquement mobilisées pour des entreprises. Oui. Et c'est un peu comme eux citent pas un truc juridique, ils citent un manuel d'écriture qui n'a pas de valeur. D'accord, la norme typographique, quoi, d'accord. Ouais, c'est ça, c'est exactement comme s'ils citaient l'équivalent des règles typographiques en vigueur à l'imprimerie nationale. Que j'ai regardé et qui d'après le Becherel, je suis le roi de la France. Pourquoi ? Parce que page 23, d'accord. Ouais, mais voilà. Précise l'édition quand même. On est avec des gens précis. Excuse-moi. S'il te plaît, Thomas. Et donc, c'est pour ça que c'est pas la famille Legrand, parce que la famille Legrand, c'est cissé sur l'acte de naissance, sur la personne créée par l'État. La vraie personne, il y a le prénom, et le nom de famille, en fait, c'est par oui-dire. Parce que il n'y a pas de preuve absolue que ton papa est ton papa. Parce que, donc, alors, le oui-dire, c'est une vraie notion juridique ? Non. Non. Pas j'ai cru, pardonnez-moi. Non, là, pour le coup, pas sur ça. C'est vraiment juste l'idée que tu te rattaches à une famille, non pas par ton nom de famille. Parce que, je me rappelle de Perry Mason ou des séries à la con, ou même des films, où on entend un avocat faire objection au tribunal, dire oui-dire. Hearsay, oui. en anglais. Et donc je me suis dit, cette notion de oui-dire, quand j'ai vu dans des séries américaines, peut-être que c'est un vrai concept. Disons que dans les séries américaines, c'est plus le côté, il n'y a pas de preuve, c'est un truc qu'on a entendu dire. Oui. C'est plus un élément de procédure lors du contentieux. Déjà, au passage, c'est toujours du bien de le rappeler. En France, au tribunal, il n'y a pas de marteau, éventuellement dans le truc du concierge, mais il n'y a pas de marteau. On n'appelle pas le juge votre honneur et il n'y a pas d'objection. Faites-en par pitié, ça fait toujours rire les avocats, mais il n'y a pas d'objection. Ouais. C'est pas Phoenix Wright. On dit monsieur, madame, le président. Devant le juge en disant votre honneur, objection. Ils seront pliés en deux. Best blague à faire. C'est le meilleur truc. Bon, attention, on est sur une affaire perdue. Mais qu'est-ce que c'est marrant. Écoutez, je vais essayer de faire ça. Quand tôt ou tard, j'ai géré votre honneur, objection. Alors, tu nous préviendras que nous ne t'accompagnons pas à ce moment-là. Si, mais il faut que vous voyez. Bon, bref, ça, c'est des affaires qui vont être réglées en temps en heure. Ça fait déjà 1 heure qu'on est ensemble. On va passer sous perte et profit tout ce qu'il y a amirauté. Mais on a parlé de la rédemption, on a parlé du non légal. Et du coup, ils ont inventé, parce que c'est là où c'est pernicieux, des juridictions. C'est-à-dire que c'est des gens qui font appel constamment au droit international, dans lequel les interlocuteurs sont des États, tout en niant que les États soient légitimes. Donc, ils sont constamment dans une soupe où on ne sait plus trop où on est. Mais ils ont inventé la common law court. Alors, de quel droit quelles sont les autorités reconnues, légitimes et en place ? Parce que ces common law court, juste pour aller voir l'autre entretien, il y a des procès
prévu, promis. Il y a des gens... on devait arrêter le pape il y a quelque temps, et tous les présidents des grandes démocraties, pour leur reprocher tout et n'importe quoi, et pour les faire exécuter. Enfin, c'était des promesses comme ça, extrêmement fortes. Donc, ça veut dire qu'on est capable alors, en anglais, de enforce, qu'on dispose d'une force pour faire appliquer ces décisions. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe dans leur tête? C'est quoi ces institutions? Parce que je me rappelle très très bien qu'en France, des gens disaient, attendez, c'était en bas de chez moi, c'était comment il s'appelle, le Boutry, l'armée est de notre côté. L'armée est avec nous, et j'ai au téléphone tel machin là, ils vont se retourner et Macron ira en prison. On le disait chez nous, ça. C'était pas les mêmes mouvements, mais c'était les mouvements complotistes. Et leur juridiction, d'une certaine manière, c'est ce qu'elles promettent. Mais quelles sont-elles? Alors, les juridictions, il y en a eu, on a vu le cas du procès Nuremberg 2. Alors, actuellement, le procès Nuremberg 2 est un magnifique exemple de piquer dans la caisse et cours, parce que c'est pour l'instant ce qui s'est passé. On en a parlé avec Jack Belzit, c'est en Allemagne, en l'occurrence, avec les citoyens du Reich, qui sont la même famille. Oui, après il y a des filiations entre les gens. Mais alors, les juridictions internationales, il y en a. Le problème des juridictions internationales, c'est que il y a plein de manières en fait de régler un conflit international. Il y a une super vidéo sur l'arbitrage qui est sortie il y a pas longtemps. Je sais pas si tu connais. Mais voilà, en fait, il y a différentes manières de régler parce que à l'échelle internationale, il y a différents types de conflits. On peut avoir des conflits entre États et on peut avoir des conflits entre des États et des personnes, mais aussi entre des personnes qui sont individuelles. Là, en général, ce serait une juridiction nationale qui va s'en occuper. Eux, ce qu'ils ont créé, c'est ultra simplifié, j'ai vu ça hocher de la tête. C'est ultra simplifié. Mais en fait, ce qu'ils ont créé, c'est ceci est la canette magique, Thomas, et elle a décidé que tu me devais 9 milliards d'euros. Voilà, c'est une juridiction qui a été. Oui, tu auras mon riz, pas de problème. Non, mais voilà, en fait, ils ont créé quelque chose qui n'a que la valeur qu'on leur donne. Finalement, et sur ce qui est le côté de enforce leur droit, de le mettre en application, que je disais tout à l'heure sur le droit Klingon, le droit des citoyens souverains et le droit que je viens d'inventer de la canette magique ont la même valeur. Maintenant, si à un moment un État, par exemple, se sent de vraiment, je sais pas, de condamner quelqu'un au nom des citoyens souverains, ce serait très marrant, ce serait complètement antithétique. Mais voilà. D'un point de vue philosophique, si on fait un grand pas de côté, c'est parfaitement vrai que l'argent existe parce qu'on y croit. En plus, on a décorrélé l'or de la valeur de la monnaie. Donc la monnaie est une pure narration. Et mon argent, c'est des numéros à la banque. Il n'y a aucune matérialité dans l'argent que vous avez, à part si vous avez des lingots dans le coffre. Oui, encore, la valeur qu'on attribue à l'or, c'est aussi quelque chose qui relève d'une croyance partagée. Donc, fondamentalement, ils font une tentative, c'est une sorte de bluff pour dire il suffirait que les gens nous croient, un peu comme les grandes arnaques, il suffit que les gens y croient, et puis la valeur de l'objet, elle est réelle pour celui qui y croit. Alors... Non, vas-y, peut-être. Non, c'était pour revenir sur la question. Si on a un problème tous les trois et qu'on se met d'accord pour déterminer que ce sera je ne sais quelle personne d'autre, que ça va être le pape qui doit décider entre nous pour régler notre différend, alors, fondamentalement, pourquoi pas? En fait, les juridictions ont la notion de compétence, avec évidemment énormément de limites, mais aux juridictions, on leur attribue pour des individus quand même. Oui, pour des individus et dans des très très grosses limites. Mais si on a un conflit sur est-ce que ce verre est aux 3/4 rempli ou au quart vide, voilà, enfin, évidemment. Mais finalement, les juridictions ont leurs compétences. Là, ils ont des juridictions auxquelles eux attribuent des compétences. Ils sont bien les seuls, puisque je crois que dans le reportage, la cour était montrée avec des principes très particuliers, notamment des audiences à huis clos, de mémoire systématique. Ouais, alors les audiences à huis clos existent en droit français, hein, c'est pas, il y a des situations qui justifient. Mais juste, on ne sait pas qui est là, quoi, en l'occurrence. Alors oui. Il y a une différence entre huis clos et opaque. Et puis, a priori, la Common Law Court, elle a jugé personne pour l'instant. C'est ça. Et faut distinguer des conflits de plusieurs natures. Ils n'en font pas nécessairement une juridiction de nature pénale. De toute façon, ils considèrent que tant qu'ils n'ont ni tué ni
blesser l'État, ni tuer, ni voler, ni je sais plus exactement ce que ne pas nuire, ne pas blesser, ne pas tuer et rester honorable dans les contrats. Eux considèrent que tant qu'ils n'ont pas fait ça, l'État a aucun droit. Alors c'est d'ailleurs assez curieux puisqu'ils semblent en creux admettre que s'ils avaient tué, blessé machin, l'État aurait droit de les arrêter. Les gendarmes auraient droit de les arrêter dans la vidéo. Bah, ça permet d'éviter que des gens toquent à leur porte en disant j'ai tué ma femme, protégez-moi. Je pense pas qu'ils aient ce courage-là. Peut-être certains l'auraient, mais comme ce n'est pas leur projet, quand ça les arrange bien, on va laisser à l'État le fait de s'occuper des criminels. Mais l'idée de cette Common Law Court, c'est plus pour gérer des conflits de droit civil, c'est-à-dire des contrats non exécutés, par exemple. Et même si en droit français, je ne suis pas persuadé que, mais alors c'est bien les limites de ma connaissance du fonctionnement du droit des contrats français, parce que ce n'est pas du tout ma spécialité, je ne suis pas du tout certain qu'on puisse rejeter la compétence des juridictions françaises pour dire je vais finalement devant les juridictions d'un autre État. Je pense que ça dépend du type de contrat qu'on aurait. En tout cas, une entreprise ne pourra pas te forcer à aller devant des juridictions belges, par exemple, ou américaines. Il y a des cas de compétences prévus, mais il y a aussi des cas de compétences qui sont entre guillemets libres parce que c'est du droit civil et pas du droit pénal. Donc les parties ont davantage la maîtrise des choses. Mais encore une fois, ce n'est pas non plus ma spécialité, donc laissons ça aux civilistes. Mais en gros, pour simplifier, si on est d'accord pour dire que le conflit doit être il est chiant ce verbe. Résolu. Par n'importe quelle juridiction, même si le droit français nous l'interdit, en réalité, on va devant la juridiction, on accepte ce qu'elle prévoit, et tant qu'on dit rien, que le droit français l'autorise ou pas, ça change pas grand-chose en fait, puisqu'on aura réglé le conflit. Oui, si on accepte le résultat de... Totalement. Et les citoyens souverains, c'est ce qu'ils semblent dire par rapport à la Common Law Court. Mais la Common Law Court, c'est aussi un business model, puisqu'elle vend les papiers d'identité dont tu parlais. Voilà. Ouais. Très 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 cher. Je crois que c'est une centaine de balles, à peu près. Non, mais je veux dire, c'est pas 15 000 € pour avoir ta fausse carte d'identité. Non, c'est vrai. On n'est pas sur le CPRU de Grabovitch. Alors, c'est pas une fausse carte d'identité. C'est une vraie carte d'identité d'un truc qui n'existe pas. Voilà. Parce que ça, moi j'ai une carte d'identité qui dit que je suis Batman. À Gotham City, officiellement, je suis Batman. Et il n'y a rien de plus vrai. En revanche, ailleurs, moins. Ouais, je suis étonné que sur sa carte, il y a marqué Batman à ce héros en cape et en masque qui veut garder son anonymat. Mais bon, l'idée me plaît beaucoup. Mais tu es Batman dans mon cœur, monsieur Yanis. Est-ce que vous auriez un mot de la fin sur revenir un peu sur le côté pseudoscience, de manière générale, un pas de recul, ou sur la manière qu'on pourrait avoir de se renseigner là-dessus, ou sur ce que ça éclaire de notre rapport au droit lorsqu'on n'y connaît rien et qu'on peut parfois tomber dans des croyances, ou ce que ça éclaire sur le manque de littératie juridique du bon peuple, ou autre chose. Je vous laisse. Vous avez chacun 2 minutes pour nous dire un mot de la fin. Un petit point, c'est que là, on a parlé presque de la version la plus rationnelle, parce que dans le reportage envoyé spécial, on voyait certaines personnes qui ne se référaient pas au jus naturalis, etc., enfin au droit naturel, mais aux lois supérieures de l'amour. C'est-à-dire qu'il y en a des versions encore plus spirituelles, étonnantes. Voilà. Et un mot de la fin, Sacha. Parce que moi, alors, sur le plan épistémologique et sur le plan de ce qu'est la science du droit, être scientifique du droit, c'est pas connaître le droit par cœur, c'est pas connaître le bon droit du mauvais droit, c'est être capable de déterminer quels sont les énoncés dont la signification est une norme, et d'être capable, à partir d'énoncés du Code civil, de la Constitution, qui ont été produits d'après des règles valides admises dans un système donné, de savoir, à partir de ces énoncés, quelles sont les normes qui existent, quelles sont les normes qui sont posées. Eux, leur démarche, c'est un truc qu'on ne peut pas faire sans formation. Parce qu'il faut avoir le contexte historique, à quel moment a été produit l'énoncé. C'est utile de savoir comment globalement il est compris. Et les citoyens souverains, en fait, vont très souvent prendre des bouts de droit, se faire un film parce qu'ils ont une conclusion spécifique à laquelle ils veulent arriver, et dire « Non, mais en fait, tout le monde se trompe, tous les juristes se trompent, et moi, j'ai la bonne explication, et en plus, le juge va être d'accord avec moi. »
Donc, il y a déjà une mauvaise conception de ce qu'est de faire du droit à ce niveau-là. Par contre, ça révèle, à mon avis, deux trucs. Non, ça révèle un truc au moins. C'est le fait que le droit, c'est quelque chose de très opaque pour une partie de la population. C'est pas nécessaire, c'est pas clair, c'est le moins qu'on puisse dire. Je vous renvoie vers notamment les trois frères avec la scène du notaire sur pourquoi ils vont pas avoir les 100 patates. Il est assermenté quand même, attention. Oui, c'est vrai. Et toi, tu es assermendax. J'allais la faire. Oh, c'est bien. Bon, on s'arrête là. Ça renvoie à un certain gap entre le langage du droit et la possibilité de compréhension des individus. Mais je pense aussi que ça renvoie une défiance des individus envers l'État. Et ils vont trouver tout ce qu'ils peuvent pour contester l'autorité du droit. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quand on vous promet un truc extraordinaire, généralement, il y a un loup, il y a anguille sous roche. Si je vous dis qu'il y a 1 million d'euros sur un compte caché à votre nom et qu'il faut me filer 500 balles pour que je le débloque, ça marche pas. Il y a forcément un truc spécifique. En général, c'est une proposition qui vient par mail de Côte d'Ivoire. Hein. Ouais, voilà. Et quand vous voulez construire un mur, généralement, vous faites appel à un maçon. Quand vous voulez refaire faire vos dents, vous faites plutôt appel à un dentiste. Quand vous avez une question juridique, faites appel à un juriste, qui soit avocat, qui soit juriste d'entreprise, qui soit universitaire, peu importe. La personne pourra vous rediriger. Mais je pense que voilà, si tout le monde vous dit que vous vous plantez sur un domaine, c'est très probablement que vous vous plantez sur un domaine. Vous n'êtes pas Galilée, vous n'êtes pas Copernic, vous n'êtes pas Pasteur, ni Einstein. Et en plus, Galilée, c'est un peu planté, en fait, finalement, en vrai. Mais bon, voilà. Mais c'est vrai que... Donc, un peu d'humilité dans notre rapport à ce qu'on croit comprendre du droit, mais peut-être des efforts à demander aux juristes pour que le droit qui est censé concerner tout le monde, et on connaît la formule « nul n'est censé ignorer la loi », n'empêche que, pardonnez-moi, mais si, parfois on ignore. Hein. Elle veut pas dire ça, en fait. C'est plus l'État que les juristes, puisque c'est l'État qui écrit le droit. L'État, pour pouvoir appliquer la loi, il est bien censé partir du principe que les gens la connaissent, sinon tout s'arrête. Ouais, mais nul n'est censé ignorer la loi, c'est davantage l'idée de tu ne peux pas, imaginons que je tue Sacha, parce que voilà. Non, mais je sais pas, une mauvaise journée, ça arrive à tout le monde. Je peux pas, une fois que j'ai les menottes, dire ah bah je savais pas. Ah bah maintenant que vous me le dites, c'est sûr que je l'aurais pas fait, mais je savais pas. Ah définitivement, la boulette. Et bon allez, on annule tout. Franchement, je suis désolé, j'aurais pas dû. Hein. D'accord. Okay. Reviens, j'annule tout. Mais juste pour finir et continuer ce que disait Sacha, il y a un truc qui est un peu courant et c'est marrant avec la fiscalité, c'est qu'il parlait des arnaqueurs, etc. Je sais pas si c'est une nouvelle catégorie d'arnaqueurs fiscaux, comme on en a plein, mais il y a un gros problème avec la technicité du droit et les administrations. On a un besoin absolu de vulgariser et de faire comprendre que l'administration n'est pas un ennemi. Et ça repose, en fait, toutes ces visions reposent sur le fait que l'administration et l'État sont des ennemis du peuple, qui n'est pas le cas, et l'administration fiscale s'en est rendu compte. Je parle d'administration fiscale parce que c'est celle que je connais, s'en est rendu compte. Donc, il y a quand même des transformations. Je me demande s'il n'y a pas un lien entre la perception des administrations et les théories qui en sont issues. Je plaide de mon point de vue de non spécialiste, mais atteint de phobie administrative, même si le terme a été déposé par celui qui... Bref. Le fait est que voilà, les administrations sont essentiellement des contraintes qui m'ont l'air d'être un groupe de gens dont le travail est de m'emmerder un maximum pour m'empêcher pour éviter que la vie soit simple et belle. C'est évidemment une perception extrêmement biaisée et je me doute que les gens sont adorables individuellement, mais j'imagine qu'il y a plein de gens qui ont ce sentiment et quand en plus, voilà, il y a des narratifs comme ça d'ailleurs qui disent qu'en plus ils sont tous complices entre eux pour nous spolier, évidemment, peut-être, enfin, de manière générale, exactement comme pour les sciences, la question de la confiance est au cœur des choses. L'administration, elle est censée être là pour nous faciliter la vie.
C'est également le cas dans le microcosme des universités, où normalement on n'est pas censé, quand on est chercheur, travailler pour l'administration, en passant un tiers de son temps à remplir des papiers, mais travailler grâce au fait que l'administration nous permet de travailler. Et donc, ce serait l'admin qui est censé travailler au service des chercheurs. Moi, je ne suis plus dans ce monde-là, je m'en fous, mais bon, j'ai vécu ça de près, où il y a une inversion des choses, et peut-être qu'il y a besoin d'une révolution au fait que l'administration, elle est bien au service des gens. Et peut-être que ça, c'est pas comme ça que c'est vécu, ni que ça se passe pour de vrai, et qu'on aurait besoin que ça soit le cas. C'est une belle conclusion. Hein. Une fort belle conclusion. Sur ce, achetez les livres de mes fameux collègues. Yanis, toi, tu en sors un livre. J'en sors 2, je ne les ai pas à disposition. Il y en a un qui est déjà sorti. Eh oui, que veux-tu, cher Amateur. Thomas, je range un peu mon appartement de temps en temps. Amateur, achetez mes livres. C'est le seul que... Il est à côté. Non, mais c'est pas, de toute façon, je t'enverrai un chèque et tu le mettras en grand écran comme tout le monde. Oui, on ne fait pas ça ici. Non, je le ferai gracieusement. À destination des étudiants. J'espère que ça leur plaira et que ça les aidera. Ma thèse, elle est en ligne et voilà. Je vais sortir un bouquin en janvier, mais c'est de la théorie du droit, donc achetez-le si vous avez des insomnies. Bon, bah, tu mettras, on mettra en description les références quand on les aura. Merci beaucoup pour votre temps, messieurs. Je rappelle que vous êtes là parce que, en fait, à part cet instant-là, vous n'avez rien à vendre en vrai, hein, mais vous voulez m'aider à vulgariser et à comprendre. Et vous vous êtes impliqué dans la STEC où vous êtes membre et actif. Et c'est très très bien. Merci à vous. Les gens, abonnez-vous, activez la cloche, donnez de la thune pour que le travail puisse continuer, parce que ça prend du temps. Beaucoup de thunes. Vous avez 600 000 € de côté. Là. Je veux dire, vous pouvez en lâcher quelques-uns. Et puis, partagez la vidéo si ça vous semble utile et pensez à aller regarder la deuxième vidéo, la première de ce diptyque sur les citoyens souverains. À bientôt. Des bisous.